Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle émission de Brochet en direct, 5h07 heure de Québec, Montréal et midi 7 heure de Moscou. Il est d'habitude là le vendredi, mais il y avait des petits empêchements hier, donc il m'a demandé de revenir ce matin pour commenter l'actualité internationale. Sans plus tarder, Arnaud Develay. Monsieur Develay, bonjour. Oui, bonjour à vous, Karl. Bonjour à nos amis de côté de l'Atlantique. Changement de ton concernant Donald Trump et la guerre en Ukraine et son allié, son homologue Vladimir Poutine. Il a fait toutes sortes de sorties là, ces derniers jours. Certains, comme Jacques Beau, disent écoutez pas ce qu'il dit, analysez ce qu'il fait. Il faut pas écouter trop ce qu'il dit. Et il nous a tenu un discours aux Nations Unies que certains de ses partisans ont apprécié et d'autres qui ont complètement détesté. Parlez-nous un peu du Donald Trump de la dernière semaine. Oui, bah écoutez, c'est du Donald Trump tout craché, c'est-à-dire que, comme on dit, il souffle le chaud et le froid en fonction des jours, hein. Un jour c'est l'un, un jour c'est l'autre. Toujours cette façon, on a un terme en anglais qui s'appelle maverick, hein. C'est quelqu'un qui avance en diagonale, en fait, comme un crabe. Et je crois que ça fait partie de son style, mais aussi ça fait partie de sa communication, hein. C'est-à-dire que je sais pas si on peut dire que c'est un joueur de poker, mais ça s'apparente quand même un peu à ça, où tantôt il bluffe, tantôt il est dans les sorties bombastiques, comme on dit, il en fait des tonnes. Et puis de temps en temps, quand on lit entre les lignes, on s'aperçoit que, en fait, sur certains sujets, il est tout à fait raccord. Et là, donc, effectivement, a commencé, donc, il y a une semaine, le grand raout de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui est le grand événement annuel donc de cette institution où tous les chefs d'État se déplacent, ou presque en tout cas se déplacent au siège de l'organisation à New York pour y faire des discours. Alors tantôt des discours tonitruants, tantôt des discours de défiance pour certains États, tantôt des discours de rappel à l'ordre. On a occasionnellement, je me souviens il y a quelques années de ça, Chavez, le feu président Chavez du Venezuela avait fait un discours, c'était en 2006, je crois, donc quelques temps à peine après l'invasion illégale de l'Irak, et il avait dit, il avait pris donc le podium, hein, pour faire son discours. Il était passé après Bush Junior, et il s'était fendu d'une déclaration que tout le monde se souvient, dont tout le monde se souvient aujourd'hui, en disant ça sent le sulfure, le soufre aujourd'hui ici. Le diable était là. Ouais. Donc voilà, c'est l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est un peu un medley entre le cirque Pindeur et c'est un peu tout et n'importe quoi. Mais il y a souvent des événements, des développements intéressants parce que, en fait, ça reflète, c'est comme une cristallisation de la situation géopolitique actuelle. Si on met de côté tous les côtés un peu rocambolesques, ça situe à peu près les positions des gens, enfin des dirigeants à un moment T. Et là, effectivement, on a Trump qui, depuis effectivement une semaine, fait des déclarations qui semblent indiquer que ça y est, il a à nouveau changé d'avis sur son espoir de voir la situation en Ukraine être résolue. Il met bien sûr tout le blâme sur Vladimir Poutine, en disant que voilà, l'armée russe n'avance pas, que Poutine a tué jusqu'à 7000 personnes par jour, tout ça pour rien, que si ça se dirige pas vers une solution, vers une résolution du conflit, il va devoir sévir, passer des sanctions, mais en même temps, il sait très bien qu'il n'a aucun levier sur la Russie, il le sait depuis longtemps. Donc, il donne le change, mais en même temps, il fait passer des messages. Alors, il fait passer des messages d'abord et avant tout auprès de ses alliés européens, auxquels il reproche de continuer à acheter. Et c'est ça qui démontre bien l'hypocrisie de cette histoire de sanctions. C'est-à-dire qu'en fait, on sanctionne la Russie, on essaie d'exhorter les gens à ne pas faciliter le financement de l'effort de guerre russe. Mais en même temps, voilà, Trump, dans son style bien habituel, balance des bombes, des gifles, des baffes par paquet de 12. Et il dit aux Européens essentiellement, mais enfin, vous achetez
vous achetez le pétrole et le gaz de Poutine. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, il n'explique pas que c'est l'Inde qui l'achète et qui le revend ensuite avec surcote, hein, mais enfin, en tout cas, voilà. Donc, alors, ce qui est intéressant, surtout, c'est il a fait des déclarations sur l'ONU. Hein. Il n'est pas le seul, d'ailleurs, quelque part, il a ouvert la voie et d'autres dirigeants se sont engouffrés derrière lui en disant essentiellement bah, que l'ONU, ça sert à rien. On va faire court, hein, mais c'est à peu près ça. Il a raconté une anecdote, par exemple, qui portait, alors comme il est développeur immobilier, hein, il est dans la construction immobilière, c'est à Manhattan. Il y a quelques années de ça, il racontait cette anecdote où il avait proposé aux instances onusiennes, moyennant 500 millions de dollars, de leur délivrer un nouvel immeuble avec du mahogany et du marbre partout. Et que là, en fait, il réalise que après avoir regardé les chiffres en détail, la personne, l'entité ou le consortium qui a remporté l'appel d'offres a dépensé jusqu'à 2 milliards de dollars. Et il se trouve que lorsqu'il est arrivé avec Melania avant son discours, il a essayé de prendre l'ascenseur et l'ascenseur s'est retrouvé, ou l'escalator, je sais plus si c'était l'escalator, je crois. L'escalator s'est retrouvé bloqué, enfin, en plein milieu, quoi. Voilà. Donc après, il y a eu apparemment, selon lui en tout cas, un problème avec le téléprompteur, voilà. Donc voilà, vous dépensez tout cet argent, tout ça, une parabole pour dire qu'en fait l'ONU, ça fait des beaux discours, ça fait des belles lettres, des belles expressions, mais l'institution est complètement dépassée quelque part, et il n'a pas tort. Et que, alors après, est-ce qu'il est allé jusqu'à dire qu'il faudrait réformer l'institution? Non, il l'a pas dit. Mais voilà, toujours est-il qu'il fait le constat que l'ONU est devenue en fait complètement obsolète, corrompue, c'est un organisme corrompu, et qu'il ne faut rien attendre de l'ONU. Et ce qu'il faut, c'est en fait résoudre les disputes d'État à État. Alors ça peut être 2 États, ça peut être 3 États sur une situation donnée, mais qu'en général, l'ONU est complètement à la ramasse. Et en cela, il a pas tort. Je crois que c'est surtout ça qui est ressorti le plus de son discours, au-delà voilà, des fantaisies dont on le connaît, hein, pour étant un spécialiste. C'est vraiment, voilà. Alors, il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est qu'il avait fait un discours il y a en 2017 ou 2018, où il avait mis en avant que le globalisme était terminé, que c'était l'époque des nations, et que rien ne pourrait changer ça. Et il avait interpellé à l'époque la délégation allemande en leur disant: vous êtes complètement à côté de la plaque avec vos histoires d'économie verte et vos éoliennes et tout ça. Vous allez vous retrouver complètement ruiné. Votre économie va se retrouver complètement à plat. Et les Allemands ricanaient à l'époque. C'est marrant parce qu'on a gardé les images. Hein. Et on les voit ricaner, limite genre, qu'est-ce qu'il raconte ce fou? Et là, nous voilà 8 ans, 7 ans, 8 ans plus tard. Et il s'adresse à nouveau à la délégation allemande et il leur dit, voilà, bah, essentiellement, vous êtes ruinés. Alors, ce qu'il ne dit pas, bien sûr, c'est que c'est un peu un secret de polichinelle, probablement les Norvégiens avec les Anglais et les Américains, comme l'avait souligné Seymour Hersh à l'époque, il y a 2 ans de ça, quand il avait fait ses révélations, qui ont fait exploser le Nord Stream 2. Hein. Donc ça, il n'en parle pas, bien sûr, mais voilà, il se moque des Allemands, il se moque en fait, bah, c'est très simple, de l'agenda de Davos, c'est-à-dire qu'il dit que la crise climatique est une grosse escroquerie, ça aussi c'était assez fort. C'est-à-dire que toutes ces politiques d'empreinte carbone, d'économie, de ceci, de pollution, tout ça, c'est complètement à côté de la plaque. Et puis, il a aussi mis le doigt sur ces politiques folles d'immigration de masse en Europe, où essentiellement, il dit: vous êtes en train de détruire vos pays. En disant, en répétant, faisant écho à ce qu'il avait dit aussi il y a déjà 7-8 ans de ça, que Paris n'est plus Paris, que Londres n'est plus Londres. Il y avait le maire de Londres qui était aussi en attendance. Il a commencé à se cacher d'ailleurs, parce que la caméra s'est dirigée sur lui quand il l'a pas appelé par son nom, hein, mais bon, le maire de Londres, on sait qui c'est. Et il dit, voilà, Londres, c'est une catastrophe, une catastrophe. Il n'y a plus un seul Anglais, ce qui est vrai en fait. Hein. Ben oui, Les c'est Anglais vrai. sont en minorité à Londres, et oui. D'ailleurs, il y a eu des mouvements de foule assez importants il y a 2 semaines de ça au Royaume-Uni. Il y a eu des mouvements de foule aussi contre l'immigration de masse aux Pays-Bas.
Donc ça commence quand même un peu à bouger enfin, sur ces fronts-là, quoi. C'est-à-dire que les gens n'en peuvent plus. Et puis, alors en même temps, on leur dit qu'il n'y a plus d'argent pour le social, mais il y a toujours des milliards pour Zelensky. Donc c'est voilà, c'est à peu près ce qui est ressorti du discours. Donc moi je dirais ces trois éléments qui étaient des éléments intéressants. Donc l'ONU, c'est à la poubelle, ça vaut rien. L'escroquerie, enfin la crise climatique, c'est une escroquerie géante qui dure depuis 25 ans maintenant. Ce qui est intéressant, c'était pour lui de mentionner John Kerry, parce que John Kerry était à l'époque le tsar sous Obama de ce genre de rhétorique. Et là, effectivement, il prend un discours complètement à contre-pied. Et puis, voilà, qui se lamente surtout. Et il nomme les gens, enfin, il les met dans l'embarras, comme on dit, oui, il leur met la honte, quoi, devant tout le monde. Et puis, surtout, c'est quelqu'un qui, voilà, on sent que, déjà, il n'aurait dû parler que 5 minutes, parce que le protocole, pour chaque chef d'État, c'est 5 minutes. Il a parlé 58 minutes. On a essayé de lui saboter le truc avec le téléprompteur, mais Trump est un adepte du discours improvisé. Et quand il a besoin de dire ce qu'il a besoin de dire, il le dit. Il n'a pas besoin d'avoir un discours, un speech retranscrit sur un écran. Donc voilà, et Trump a fait du Trump. Ce qui est intéressant après, c'est effectivement les rencontres qu'on a pu voir. Alors, il est rentré à Washington, il a rencontré Erdogan hier. Ils ont fait. Alors, c'est intéressant parce que il a signé un accord prodigieux pour 200 avions des F-35. Donc en fait, on dirait que Trump est en train de ramener Erdogan dans le giron otanesque. Hein. Depuis plusieurs années déjà, il y avait des signes que voilà, bon, Erdogan est un adepte de j'ai un pied dans un camp, un pied dans l'autre. Il achète des S-400 aux Russes, mais quand il se rend, enfin, il devait se rendre à Kazan. Je crois que s'il y est allé, il n'est pas resté longtemps. Il aurait normalement dû voir son pays devenir un partenaire, en tout cas, qui est un peu l'antichambre avant de rejoindre l'organisation. Ça ne s'est pas fait. Il y a eu un veto de l'Inde. Et là, essentiellement, à la Maison-Blanche, il a été accueilli avec tous les honneurs. Trump lui a fait l'honneur de lui, comme il avait fait avec Netanyahou, il lui a pris sa chaise pour qu'il puisse s'asseoir. Il a remis sa chaise devant, comme ça, pour qu'il soit bien confortable. Et puis, ouais, et puis il l'a corralé, hein, il l'a ramené dans le giron de l'OTAN, il l'a flatté. Et il lui a dit surtout, voilà, bah, c'est vous le responsable de la situation en Syrie. Vous avez installé un gouvernement qui est en fait un gouvernement à vous, hein, complètement inféodé. Mais ça va être difficile parce que voilà, maintenant il faut reconstruire et que vous avez à côté de vous un État complètement en déliquescence, hein, essentiellement. Donc l'idée c'est aussi d'essayer de mettre en place les conditions nécessaires à une rencontre entre donc le terroriste modéré Al-Shara, de son petit nom, avec Netanyahou pour en fait octroyer à Netanyahou des zones de sécurité en Syrie qui permettront à Israël de s'étendre. Hein. Donc ils vont garder le mont Hermon, ça c'est le point culminant au Levant, le point le plus important stratégiquement. Et puis ils vont prendre des morceaux entiers du sud de la Syrie. Donc le dépaissage de la Syrie a commencé. Ce qui était aussi très très intéressant, c'est la rencontre entre ce même Al-Shara et quelqu'un qu'on croyait avoir complètement disparu, c'est le général Petraeus. Alors, général Petraeus, pour ceux qui auraient peut-être oublié, alors, il était anciennement directeur de l'agence centrale de renseignement américaine, mais il était aussi le militaire en charge de ce qu'on a appelé à l'époque de Surge en Irak, dans les années 2000. Les soldats américains se faisaient dégommer dans des embuscades ici et là, ça devenait vraiment politiquement impossible à gérer. Et Petraeus s'est appelé en urgence et ce qu'il fait en fait, c'est qu'il décide de jouer la surenchère en injectant en fait plus de soldats encore pour essayer de pacifier le pays. Et ce qu'on ne dit pas, c'est que c'est sous Petraeus que le dénommé Al-Shara a vu le jour, parce qu'en fait, il a été arrêté en 2006, il a été interné au camp Bouka, et c'est au camp Bouka qu'est né à ce qu'allait devenir Al-Qaïda. Par la suite,
Daesh, hein, Daesh, Al-Qaïda, Daesh, Al-Nosra, c'est ce nom. Et donc, quelque part, c'est Al-Shara revient à la maison. C'était ça, en fait. Donc, la boucle est bouclée. Vous avez un représentant ou un descendant idéologique direct des auteurs putatifs des attentats du 11 septembre 2001, qui, 25 ans plus tard, revient en costume-cravate, à la tête d'un État qui va devenir une plateforme pour le terrorisme et pour la déstabilisation de la région, qui va aussi servir de faire valoir pour quelque part faciliter le projet colonial israélien. Il vient rencontrer Petraeus, qui est en fait qui est l'incubateur de ce programme. En fait. Parce que Al-Qaïda en arabe, ça veut dire la base. La base, c'est la base de quoi? La base de données. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient plein de noms de gens qui étaient en fait recrutés, financés, stipendiés, équipés, formés et redéployés comme une forme de golem, de façon à justifier la présence américaine dans la région, sachant que à l'époque, si on ne parle que de la Syrie, Assad n'avait jamais invité les États-Unis, bien sûr, à occuper le nord-est du pays, alors qu'il avait invité la Russie, il avait invité l'Iran. Donc, il fallait créer une forme de prétexte, et c'est donc l'État islamique au Levant qui est devenu le prétexte. Ils ont fait passer une espèce de résolution globale, parce que c'était la coalition globale contre l'État islamique, qui a permis en fait de garder une espèce d'armature juridique qui permet de justifier donc l'occupation du tiers le plus riche de la Syrie pour empêcher le pays de, voilà, après avoir remporté des victoires militaires contre les terroristes, une armée de 500 000 hommes, il fallait encore surmonter les sanctions, et ça, malheureusement, c'est ce qui a emporté le gouvernement de Bachar el-Assad, c'est que c'était devenu impossible. Je ne parle pas de la loi César qui est intervenue après en 2020, mais voilà, toujours est-il que en occupant le tiers le plus riche, donc c'est là où les récoltes de blé étaient trouvées, le pétrole aussi, donc le pétrole pour chauffer les Syriens durant ces 14 ans de guerre, surtout durant l'hiver, et aussi pour permettre aux Syriens de faire fonctionner leur commerce, leurs industries, et aux gens de se déplacer. Et ça, c'était impossible, puisque les Américains contrôlaient les puits de pétrole. Non seulement ils les contrôlaient, mais les pillaient essentiellement, puisqu'on a vu qu'en 2020, en août 2020, il y a eu une révélation que une société américaine, Crescent Delta Oil, en fait, avait obtenu une dérogation du ministère du Trésor pour contourner les sanctions, exploiter le pétrole syrien, l'envoyer au Kurdistan irakien pour qu'il soit raffiné, et ensuite le faire passer par la Turquie, et de la Turquie vers l'Europe et vers Israël. Voilà. Donc, voilà. Donc, résultat des courses, on est un quart de siècle plus tard, et c'est, moi j'ai toujours dit que les 3000 victimes des attentats du 11 septembre, quand ils ont vu arriver, quel que soit leur niveau de conscience actuel, voir arriver ce type, ce barbu qui avait encore 10 millions de dollars de récompense sur sa tête. C'est encore le cas d'ailleurs à l'ambassade américaine à Damas. Il y a encore ce panneau figure à l'extérieur de l'immeuble. Et le type se pointe à New York, pas de problème, il est accueilli avec tous les honneurs, sachant qu'il n'est même pas élu, hein, il a repoussé sine diem les élections en Syrie. Et il est accueilli donc par Petraeus, donc l'architecte de la base de Al-Qaïda et aussi subséquemment Daesh. Donc voilà à peu près voilà, le résultat des courses par rapport à cette assemblée générale. Il y a eu des discours aussi intéressants de la part du président colombien, qui, à mon avis, si j'étais lui, j'essaierais de développer des yeux derrière la tête, parce que je pense qu'il est aussi sur la liste noire de Washington. On a toujours cette situation tendue au large des côtes du Venezuela, avec une autre embarcation qui a été coulée, sans sommation pratiquement, toujours sous ce prétexte fallacieux d'interrompre les trafics de stupéfiants. Mais bon, voilà, pour l'instant, il semblerait qu'il y ait un recadrage façon doctrine Monroe de la part des Américains. Alors aussi intéressant cette semaine, on vient d'apprendre hier, l'acte d'accusation a été publié contre l'ancien directeur du FBI, Jim Comey, qui était l'un des architectes du Russiagate.
Et alors, il y a quelque chose d'intéressant, on n'en a pas beaucoup parlé dans la presse, ça a été sur quelques réseaux ici et là. Il semblerait, je dis bien il semblerait, ça n'a pas été confirmé, que tous les généraux américains, où qu'ils soient basés, ont été rappelés à Washington. Il y a des gens qui laissent entendre que ce serait pour s'assurer qu'il n'y ait pas une forme de coup d'État ou de rébellion au sein d'une partie de l'establishment militaire. Et ça intervient au moment où on a Jim Comey qui est arrêté, enfin arrêté, en tout cas il est mis en accusation, il n'a pas été, le FBI ne s'est pas pointé à son domicile à 6 heures du matin en défonçant la porte, comme ça avait été le cas pour malheureusement beaucoup de victimes politiques de cette affaire du Russiagate. Mais bon, en tout cas, on lui a signifié les charges, donc mentir au Congrès essentiellement, hein, et affabuler. Mais ça veut dire quoi? Il ne va pas être seul. C'est-à-dire qu'on attend maintenant d'autres mises en accusation, mises en examen. Et ça va être probablement l'ancien directeur de la CIA, John Brennan, l'ancien directeur de la NSA, John Clapper, probablement aussi Eric Holder, l'ancien ministre de la Justice d'Obama, qui était présent à ce fameux meeting du 7 janvier 2017, qui a vu en fait la conspiration de Russiagate se mettre en œuvre, et la conseillère à la sécurité nationale d'Obama à l'époque, Susan Rice, qui était présente aussi à ce meeting. Donc je pense que pour éviter justement voilà, que les choses dérapent, alors que, comme je le dis, on va certainement assister à d'autres, c'est que le début hein, d'un processus de domino. La rumeur, c'est que bon, tous les généraux ont été rappelés aux États-Unis pour qu'on sache où ils sont, ce qu'ils font et à qui ils parlent surtout. OK. Donc, affaire à suivre. Revenons aux Nations Unies. La Deuxième Guerre mondiale a mis fin à la Société des Nations parce qu'elle était plus capable de gérer les conflits. Et on a mis en place l'ONU, qui aujourd'hui, avec le recul, on voit qu'elle est complètement marinée dans les intérêts anglosphériques, souvent. C'est la corruption. Et plusieurs aujourd'hui disent qu'on doit réformer l'ONU parce que elle ne représente plus la réalité du monde. Et ça va demander un travail de remise en question des pays de l'ancien système colonial, des pays qui sont habitués de dominer les autres pays. Ça demande un changement d'attitude, ça demande une ouverture de la part des gens qui se croyaient maîtres du monde. Maître Develay, vous croyez-vous que l'ONU va vivre à peu près le même sort que la Société des Nations a connu tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale? Est-ce qu'on s'en va vers un ONU amélioré? Et on comprend très bien que ceux qui bénéficient de privilèges actuellement à l'intérieur de l'ONU ne veulent pas que ça change. Pouvez-vous nous dresser un peu une image de la situation là, à l'ONU? Oui, la Société des Nations déjà était plus ou moins morte dans l'œuf, puisque en 1919, lorsque l'idée était avancée, à l'époque c'est le président Wilson qui est aux affaires, et le problème c'est que les États-Unis ne sont jamais devenus membres de la Société des Nations. Parce que à l'époque, le Congrès qui était sous contrôle républicain avait refusé voilà, que cela soit le cas et que les Américains se retrouvent plus ou moins pieds et poings liés dans une organisation. Alors là, il y avait des questions de politique interne, bien sûr, mais c'est difficile d'imaginer une société, enfin une organisation, une institution internationale chargée de préserver la paix lorsque l'un des pays les plus puissants, déjà à l'époque, n'en fait pas partie. Vous pouvez pas, voilà, c'est pas possible comme ça. Donc, c'est ce qui a probablement une des raisons pour lesquelles, en tout cas, je pense que le traité de Versailles était aussi, à mon avis, la cause première de la Seconde Guerre mondiale, parce que les termes de la paix imposés à l'Allemagne après la Première Guerre mondiale étaient absolument scandaleux. C'est mon opinion en tout cas. Beaucoup de gens ne la partagent pas, mais moi je pense qu'il faut jamais humilier un ennemi lorsqu'il est à terre, parce que lorsqu'il n'a plus rien à perdre et qu'il est réduit avec la situation économique qu'on connaît, les réparations qui auraient normalement duré, s'il n'y avait pas eu la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne aurait dû payer des réparations à la France jusqu'à 1988,
avec la renégociation des taux d'intérêt et des réparations. L'Allemagne ne pouvait pas avoir l'utilisation de sa zone industrielle, la Ruhr, donc la plus riche du pays, démilitarisation aussi de la Rhénanie. Et donc, partant de là, c'était inévitable que moins d'une génération plus tard, des éléments au sein de l'Allemagne apparaissent, promettant une forme de revanche sur une paix inique. Rappelons que l'Allemagne n'a pas perdu la guerre en 1918. Hein. L'Allemagne, donc du tsar, des Hohenzollern, hein, lance une grande offensive de printemps en mars 1918. Qui met un peu à mal, à l'époque, les Américains sont déjà arrivés, donc les Américains, les Anglais, les Français, donc ils ne sont pas du tout dans une situation de capitulation militaire. Et c'est seulement ce qui sera ensuite, il sera fait référence, c'est le coup de poignard dans le dos. En fait, il y a eu visiblement des tractations avec les autorités à Berlin et un armistice a été imposé, moyennant peut-être quelques promesses. Mais pour l'establishment militaire à l'époque, pour beaucoup d'entre eux formés à la prussienne, c'était vraiment une trahison quoi, qu'ils n'ont jamais digéré. Alors quand après vous ajoutez les termes du traité de Versailles, c'était devenu absolument évident qu'on allait remettre le couvert quelques années plus tard. C'est ce qui s'est produit malheureusement. Donc ensuite intervient l'ONU. L'ONU, donc oui, cette fois-ci on ne refait pas les erreurs d'avant. Après, ça participe tout ça, bon, bien sûr, du programme globaliste. Hein, faut pas se leurrer. C'est-à-dire que le globalisme, il choisit pas un camp sur un autre camp. Il s'adapte. Il marche aussi un peu comme un crabe. Tantôt je finance ça, tantôt je finance ça, tant que ça fait avancer l'agenda du gouvernement mondial. Et donc l'ONU, en fait, est une réitération d'une tentative à unifier le monde. Et là, on s'aperçoit que, à nouveau, il y a comme un peu un cul-de-sac, parce qu'il y a pratiquement les 3/4 de la population mondiale qui sont pas du tout d'accord avec ce que l'ONU représente aujourd'hui. Alors, pour répondre à votre question, est-ce qu'ils vont réformer l'ONU? Moi, j'y crois pas du tout, parce que l'ONU, tel qu'il est constitué, c'est l'ordre établi après la Seconde Guerre mondiale. Donc, s'il venait à avoir, surtout de la part des principaux dits vainqueurs officiels de la Seconde Guerre mondiale, une remise en question de l'ordre établi, mais pourquoi est-ce qu'ils feraient ça? Ils n'ont aucun intérêt. Et les États n'ont que des intérêts. Ils ne sont pas là pour faire de l'altruisme. Même si, effectivement, on entend des belles déclarations ici et là qu'il faut réformer l'institution, qu'elle soit plus diverse, représentative, qu'elle prenne en compte des nouveaux pôles, tels que des pays comme le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Brésil, l'Argentine, des pays comme l'Indonésie, par exemple, aussi. Mais pour l'instant, ça fait des années qu'on en parle et il n'y a absolument aucune indication qu'on se dirige vers ça. Donc, moi, je ne crois pas du tout que l'ONU va se réformer, bien au contraire. Je pense qu'il va y avoir des contradictions internes qui vont s'accumuler jusqu'à ce qu'à un moment donné, un conflit éclate. Et alors, attention, il faut raison garder parce qu'il y a aussi beaucoup qui est fait en ce moment, ne serait-ce que par rapport au système financier, avec la dédollarisation, avec le système mis en place, dont les esquisses ont été présentées durant le sommet des BRICS de Kazan. Là, on vient d'apprendre, je recommande aux auditeurs d'écouter la dernière interview de cet ancien diplomate britannique, Alastair Crooke, qui fait un très très bon résumé de ce que les Chinois sont en train de mettre en place. Ils sont en train essentiellement de créer une alternative au système Euroclear. Hein. C'est la banque des banques, Chine. Hein. Donc, l'idée, ça va être à terme de créer des systèmes d'échange qui échappent complètement au flux financier qu'on connaît actuellement. Et la technologie, les Chinois l'ont inventée, elle existe. Ils la mettent à disposition de tous ceux qui veulent rejoindre le nouvel ordre, l'ordre asiatique, gratuitement. Et chacun pourra commercer dans sa monnaie locale. Il y aura des collatéraux qui seront basés sur l'or ou sur les matières premières, ce sera ça, et qui permettront aux pays qui sont en dehors du système qu'on connaît jusqu'à présent de faire la bonhomme de chemin et de s'émanciper essentiellement.
Bon, bah ça va sans dire que ça ne plaît pas aux Américains, et plus ça va aller, plus ça va, à mon avis, provoquer à un moment donné une confrontation. C'est évident que les Américains ne peuvent pas tolérer, parce qu'on parle des infrastructures, des nouvelles routes de la soie, des autoroutes, des ports qui sont rénovés, oui, c'est une chose, mais c'est surtout et avant tout le système des échanges et le système voilà, de la banque des banques, hein, et des capacités de contourner le dollar, hein, c'est-à-dire de faire des échanges en dehors du dollar. Ça, c'est, à mon avis, ce qui va précipiter les choses. Et quelque part, il y a aussi des projets de créer, alors pour l'instant, c'est à l'état embryonnaire, mais aussi des alternatives à l'ONU. Donc, l'ONU, en fait, va pas être réformée, il va pas être détruit, mais il va être petit à petit rendu obsolète parce qu'il va y avoir des structures qui vont se créer en Eurasie. La Chine a émis aussi cette proposition. Alors, les Chinois sont très, très prudents, ils avancent avec beaucoup de dextérité. Mais tout est en train d'être mis en place pour que, en fait, toutes les institutions, Bretton Woods, l'ONU, tout ça, si les Occidentaux veulent continuer à faire mumuse entre eux, il n'y a aucun souci, vous pouvez continuer à faire, mais nous, mine de rien, discrètement, on crée nos propres institutions. C'est ce qui est en train de se faire. Ça répond en fait à la question, il n'y aura pas de réforme de l'ONU, j'y crois pas du tout. Parce qu'on va faire juste le tour de ce que vous avez abordé dans la première partie de l'émission. En ce qui concerne Erdogan, je le regarde aller depuis 3 ans, entre autres dans le conflit en Ukraine. Lui aussi, parfois dit une chose et son contraire le lendemain. Je connais l'histoire de Poutine et d'Erdogan. À un moment donné, Erdogan a été l'objet d'un attentat et c'est les Russes qui, on m'a informé qu'ils l'avaient sauvé, la Russie de Vladimir Poutine. Puis Erdogan a une situation géopolitique quand même délicate, doit effectivement ménager la chèvre et le chou. C'est quand même Erdogan, certains le critiquent, mais il n'y a pas une situation facile, lui non plus. Là. Il est entre deux grandes puissances. Euh, comment interpréter cet intérêt tout à coup de Donald Trump par rapport à la Turquie? Et aussi avec le projet du Grand Israël que vous nous avez expliqué, là, qui semble être quelque chose que Netanyahou lâche pas le morceau, là. Ça devient inquiétant, là. Si on continue dans cette ligne-là, on s'en va, à mon avis, vers un clash international, là. Les gens pensent que ce qui se passe actuellement au Proche-Orient risque de faire comme d'habitude. On ne sera pas trop impacté ici en Amérique. Mais là, j'ai l'impression qu'on est en train de préparer la totale, maître Develay. Est-ce que c'est moi qui s'inquiète trop? Bah, rappelons les fondamentaux. La Turquie, c'est la deuxième armée la plus conséquente de l'OTAN. Hein. C'est pas la France, c'est pas le Royaume-Uni, c'est certainement pas l'Allemagne. Après les États-Unis, c'est la Turquie. La Turquie a des bases militaires au sud du pays, dont la base d'Ancirlik, qui a des avions, enfin, des avions stratégiques, hein, qui peuvent délivrer des armes nucléaires. La Turquie, bien sûr, bah, c'est le Bosphore, c'est le détroit des Dardanelles. Et c'est un pays qui est au centre en fait de l'Eurasie, hein, avec une histoire pluriséculaire, une assise culturelle, religieuse, idéologique importante. C'est un pôle important du monde sunnite, même s'il se tire la bourre avec l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. La Turquie étant plutôt un pays qui soutient les frères musulmans, alors que les autres pays soutiennent plutôt le wahhabisme. Mais enfin, on a vu que dans le cadre de la crise syrienne, ils travaillaient plus ou moins tacitement les uns main dans la main. Sauf que, comme vous le dites, bah, maintenant que la Syrie n'existe, enfin la Syrie d'Assad n'existe plus, bah, il y a une nouvelle configuration qui est en train de se mettre en place et on a deux projets en fait par la force des choses s'opposent, enfin se confrontent. C'est le projet colonial israélien, le Grand Israël, effectivement. Et d'un autre côté, le projet néo-ottomaniste, on va dire, certains diraient pan-turquiste, d'Erdogan, qui n'en démord pas, qui a aussi une certaine conception de ce que la Turquie doit redevenir. C'est-à-dire que pour lui, en fait, la période qui remonte à 1922, 1923 jusqu'à aujourd'hui, c'était une parenthèse. Que la Turquie a vocation à être un pays, voilà, pas seulement un pays qui compte, mais un pays qui a
des tentacules un peu partout et qui a vocation à rassembler toutes les peuplades turcoïdes, hein, ou en tout cas de langue plus ou moins proche du turc, dont l'Azerbaïdjan par exemple, mais pas que. Et donc, Trump, il est parfaitement conscient. En tout cas, les gens autour de lui lui disent qu'il faut absolument essayer de contenir, hein, de manager Erdogan, de lui donner des gages, lui donner des motifs de motivation pour qu'il reste dans le camp, parce qu'on ne peut pas se permettre de faire en sorte qu'il soit tenté de rejoindre l'Eurasie. On a besoin de la Turquie, c'est une plateforme indispensable. Si ça veut dire le laisser développer son projet au travers de l'Asie centrale, ça sert les intérêts américains. Donc là, par contre, ça s'emboîte parfaitement, parce que l'idée, c'est de déstabiliser la Russie dans son pourtour septentrional, donc ça marche parfaitement. Donc, à mon avis, c'est ça l'objectif. Et garantir une zone d'influence de la Turquie en Syrie, on va dire tout ce qui est la région d'Alep, il y a le problème des Kurdes après, effectivement, parce que lui, il aimerait bien que les Kurdes soient intégrés dans la nouvelle armée à venir d'Al-Shara. Mais les Kurdes sont pas naïfs, ils savent très bien que ce serait une erreur stratégique pour eux de se faire. Donc ça reste effectivement un volet assez intractable, assez compliqué. Mais pour le reste, ils vont essayer de l'accommoder, ils vont lui vendre tout ce dont il a besoin. Voilà, ils vont le rééquiper, ils vont faire en sorte surtout que par rapport à l'équipement, ce soit compatible avec les systèmes de l'OTAN. Que quand ils commencent à acheter des S-400 aux Russes, ça, c'est pas compatible avec les systèmes otanesques. Hein. Donc, c'est souvent sur des questions purement techniques, voilà, les alliances peuvent être modifiées. Donc, cette grosse vente d'avions, c'est la plus grosse vente d'avions F-35 depuis que le F-35 existe, on peut dire. Il y a aussi ces velléités de la Turquie de mettre la main sur des ressources gazières au large de la Grèce. Hein, c'est déjà quelque chose qui a plus ou moins fait éruption, c'était en 2020, je crois. Donc la Turquie veut aussi devenir une puissance gazière. Voilà. Donc il va falloir s'arranger entre eux et les Israéliens. L'Israélien, l'idée, c'est avec la mise sous coupe réglée du Liban, c'est mettre le port d'Haïfa comme étant le port principal, neutraliser le port de Beyrouth, neutraliser le port de Latakia, et faire en sorte qu'Haïfa ou Ashdod soit le port principal pour l'exploitation à venir des gisements aussi au large des côtes du Liban. Il y a le bloc numéro 9, il y a le Léviathan, le gisement Léviathan, qui normalement, juridiquement, appartient aux Gazaouis, aux Palestiniens de manière générale. Mais l'idée, c'est que voilà, si ils vont jusqu'au terme de l'opération qui vise à nettoyer Gaza, en tout cas de vider la poche de Gaza d'une partie substantielle de sa population, d'où l'idée de la reconnaissance, l'espèce de théâtre kabuki auquel on assiste par rapport à la reconnaissance de la Palestine, puisque même si les Israéliens font mine de s'offusquer, et les Américains aussi, l'idée est que ils veulent en fait un régime croupion. Hein, et Abbas, Mahmoud Abbas a déjà déclaré, enfin, en tout cas laissé entendre, qu'il n'y a pas de problème, il sera l'acteur indiqué. Donc il faut se débarrasser du Hamas essentiellement. Voilà. Donc un État palestinien complètement morcelé, vidé de sa substance, des Bantoustans essentiellement, mais sous contrôle avec un type à eux, Mahmoud Abbas. Et surtout, voilà, le Hamas. Alors, ils ne pourront jamais défaire le Hamas, hein, c'est même pas la peine. Mais donc, l'idée, ça va être, à un moment donné, c'est une guerre d'usure, essayer de priver la résistance islamique d'infrastructures qui lui permettent de continuer le combat. Ça, après, je ne sais pas si ça va marcher, parce qu'apparemment, juste au moment où on apprend qu'ils sont sur le point d'être éradiqués, ils se remanifestent avec vigueur. Donc, j'ai l'impression qu'ils peuvent combattre encore ad vitam aeternam. Hein. Et au niveau du recrutement, ce ne sera pas compliqué, puisque tous les orphelins qui ont été créés par ce nettoyage ethnique, ils vont trouver facilement des matières à remplacer leur rang. Quoi. Donc, ça reste une autre paire de manches. Il y a les objectifs affichés, et puis après, il y a la réalité. On verra ce qui va sortir de là. Mais en tout cas, l'objectif, c'est ça, c'est d'un moment donné de faire en sorte que Gaza
soit essentiellement mis sous contrôle. Alors, il y aura peut-être un consortium de pays arabes, il y a eu des discussions sur ça, qui vont diriger la bande de Gaza. Et après, il y aura donc un plan massif d'injection, de reconstruction, pour en faire effectivement une Riviera. Hein. Et vous pouvez être sûr que les discussions qu'il y a eu à l'hôtel où Netanyahou séjourne à New York entre le fils Kouchner, donc Jared Kouchner, le gendre de Trump, et Steve Witkoff, ça portait pas. Officiellement, ils nous ont dit que ça portait sur Gaza. Oui, mais ça portait pas sur le plan de paix de Gaza, ça portait sur les investissements et la façon dont ces gens-là vont pouvoir encaisser, rentabiliser, vraiment s'en mettre plein les fouilles une fois que ils auront procédé à finaliser ce qu'ils sont en train de faire. Voilà, donc c'est l'objectif en tout cas, et ça permettra ensuite, au travers de ce consortium, c'est-à-dire que ce ne sera pas officiellement une annexation pure et simple, pure et dure de Tel Aviv, ce sera un consortium d'États arabes qui sont déjà dans la formule des accords d'Abraham. Donc, en fait, c'est des mecs à nous, quoi. C'est des gens à nous qui font en sorte que voilà, l'exploitation des gisements gaziers au large des côtes sera rendue possible, sachant que des contrats ont été signés déjà avec des compagnies pétrolières d'exploitation, d'extraction, mais que tant que cette histoire n'était pas réglée, ils peuvent pas, eux, les compagnies en question, on dit on peut pas intervenir, on peut pas commencer le travail tant que politiquement la situation n'est pas réglée et que vous avez quelque chose qui s'apparente à un morceau d'un futur État palestinien. Non, c'est pas possible. Donc c'est tout ce qui se passe depuis 2 ans essentiellement qui vise à résoudre cet imbroglio, si je puis dire. Maître Develay, plusieurs influenceurs parlent de l'État profond sans jamais la nommer. J'aborde souvent plusieurs sujets délicats avec mes collaborateurs qu'en privé, j'ai un petit peu plus d'informations que quand je fais les émissions parce que le sujet est trop délicat. Le lobby sioniste est très fort à travers le monde. Ils influencent l'ensemble des pays par leur poids financier. Et il faut aller du côté des États-Unis pour que l'on nomme ceux qui contrôlent le monde. Et j'ai partagé cette vidéo-là. Pas le monde, une partie du monde. Une partie du monde. Vous allez préciser ce que je vais vous aborder pour conclure l'émission. Il y a Scott Ritter, là, cette semaine, qui a fait une sortie en règle contre l'influence du lobby sioniste aux États-Unis. Je m'aperçois tranquillement, Maître Develay, que même les États-Unis, même le peuple américain a perdu sa souveraineté aux mains des banquiers judéo-protestants qui mènent le monde. J'explique aux gens depuis plusieurs semaines que quand on contrôle l'imprimante monétaire, si vous et moi avions une photocopieuse qui imprime de l'argent, on pourrait dominer le monde, nous autres aussi. Il n'y a rien d'intelligent dans ce que fait l'État profond actuellement, si ce n'est que d'imprimer l'argent et de corrompre tout ce qui peut être corrompu dans nos sociétés. Et Scott Ritter, cette semaine, j'invite les gens à aller voir cette vidéo-là, vous avez le lien tout à l'écran. Scott Ritter dit que les États-Unis doivent se débarrasser absolument du lobby de l'EFAC aux États-Unis, qui est une des principales raisons là, des problèmes actuels des Américains. Et Scott Ritter est il est très sévère à l'endroit du lobby sioniste. Et dans cette émission-là, il propose carrément de les arrêter. Il dit, si on veut se sortir de cette impasse-là, on devra considérer les PAC comme un groupe étranger on doit légiférer là-dessus et on doit emprisonner les politiciens qui, suite à ça, là, voudraient continuer à collaborer avec l'État d'Israël. Et là, il faut aller aux États-Unis pour identifier l'État profond. Scott Ritter, Candace Owen, Tucker Carlson, surtout après le meurtre de Charlie Kirk. Et il y a plein d'histoires. Le 11 septembre aussi a été remis en question ces derniers temps davantage. Et les Américains commencent à s'apercevoir que
qu'ils ont complètement perdu leur souveraineté. Et c'est pas du côté de l'Europe où en Europe, il y a beaucoup de lois qui vous interdisent de parler des vrais sujets, mais il faut aller aux États-Unis et je sens qu'il y a un changement qui est en train de se produire. Et on l'avait dit, vous et moi, ça va essentiellement se régler aux États-Unis. Très difficile d'avoir plus d'ampleur sur ce phénomène-là. Ça demande des citoyens qui font partie d'une puissance, comme Scott Ritter, Douglas McGregor aussi, nous font des vidéos ces dernières semaines, Maître Develay, qui me surprennent beaucoup sur les sujets qu'ils traitent. Je suis resté très surpris aussi après le meurtre de Charlie Kirk, que certains identifient tout de suite l'État d'Israël comme étant un des potentiels coupables de cette action-là. C'est quand même surprenant. Et dernière chose avant de vous laisser la parole, j'ai l'impression que plus Israël est fragile, plus on s'aperçoit qu'Israël risque est de plus en plus face à un défi existentiel. On regarde ce qui se passe dans le pourtour d'Israël et les actions des États-Unis et d'Israël fait en sorte que les autres pays commencent à taper du pied. Donc, plus on se rapproche d'un crash entre Israël et ses voisins, et moi je crains beaucoup l'Iran, parce que là aussi, Douglas McGregor et compagnie disent que le conflit avec l'Iran va revenir, c'est inévitable. Alors, qu'est-ce que vous craignez le plus dans tout ce brassage-là actuellement? Est-ce que Israël peut plonger l'humanité dans l'hécatombe nucléaire du jour au lendemain face à la possibilité de disparaître? C'est pas là que les Israéliens vont être véritablement dangereux pour l'humanité. Parce qu'on veut que le problème se règle, mais en même temps, si on règle le problème, ça risque de créer des gros changements. McGregor, il dit on peut pas dénoncer l'État profond aux États-Unis parce que ça créerait une instabilité sociale. Nous, au Québec, ici, c'est la même chose. On a déjà fait une commission sur le financement des partis politiques. Puis il y a un policier ici qui a fait un rapport disant qu'au-dessus de 80% de l'argent des partis politiques au Québec était obtenu par la fraude. Et on a refusé de publier le rapport parce que ça aussi, ça allait créer de l'instabilité sociale. Maître Develay, est-ce qu'on est devant un système complètement pourri qui va, au bout de la ligne, tomber? Mais moi, je ne souhaite pas que ça tombe rapidement puis dans le chaos. Est-ce qu'il y aura une possibilité où les gens vont accepter ce qui est en train de se passer, que les Occidentaux vont accepter de se mettre au niveau du reste du monde, puis d'essayer de bâtir un nouveau monde beaucoup plus égalitaire? C'est un rêve, je le comprends bien, mais il y a une situation qui me préoccupe en ce moment avec l'Israël et l'humanité. Est-ce que je me trompe? Ou en tout cas, essayer de me donner un peu d'espoir à travers tout ça. J'ai l'impression que l'Iran, si on la réattaque à nouveau, risque de véritablement là, faire basculer le monde. Est-ce qu'on en est conscient partout? Non, mais on va déjà répondre à votre question initiale, Oui. à savoir est-ce qu'il y a une possibilité de se débarrasser du lobby sioniste? Ouais. Alors vous faites, oui, vous faites état de certaines voix à droite, on va dire, sur l'échiquier politique américain qui commencent lentement à voilà, poser des questions, tout ça. Mais moi, je pense pas que ça va changer quoi que ce soit, parce que ça fait déjà près de 60 ans, ça a commencé dans les années 50 avec le National Crime Syndicate, les grands mafieux, les Bugsy Siegel, c'était déjà des agents israéliens, ces gens-là. Ceux qui ont construit Las Vegas, c'était une grande blanchisserie, une blanchisseuse d'argent. Donc c'est un système mafieux extrêmement organisé, avec des tentacules extrêmement profondes, avec surtout ces gens ne reculent devant rien. C'est-à-dire que
Si vous commencez à devenir potentiellement un problème, ils vous buteront. C'est comme ça qu'il résout les choses. Donc, vous me parlez de Scott Ritter. Oui, c'est bien joli ce qu'il raconte Scott Ritter. Mais Scott Ritter, c'est quoi? Il représente quoi, Scott Ritter? Les milliardaires sionistes, et on va prendre l'exemple de ce qui s'est passé d'ailleurs cette semaine ou la semaine dernière avec TikTok. TikTok, c'est quoi? TikTok, c'est une plateforme chinoise qui a la particularité d'être la plateforme qui a grandi le plus rapidement de toutes les plateformes. Pourquoi? Parce qu'elle fonctionnait avec un algorithme qui permettait à des gens qui étaient titulaires de comptes où il n'y avait pas beaucoup d'abonnés, pour peu qu'ils créent des contenus intéressants, ces contenus pouvaient être vus par des centaines de milliers d'usagers. Et en fait, ça a complètement redéfini la perspective de la réalité, des événements, de l'actualité au sens large. Et ça inclut justement la situation à Gaza. Parce que par le biais de TikTok, les gens ont commencé à utiliser la plateforme pour dire voilà, c'est inacceptable ce qui se passe là-bas. Ces gens-là sont ils sont sans limite. Il faut intervenir à un moment donné, empêcher, arrêter, mettre un terme à ça. Indépendamment de ce que ces gens peuvent dire par rapport à ce qui peut être transcrit dans la réalité, le fait est que l'algorithme de TikTok a permis de mettre complètement sans dessus-dessous le narratif imposé par la Hasbara israélienne dans les pays où le lobby est très développé. Et tout ça a été juste grâce à TikTok. Ça a été tellement pris au sérieux, parce que regardez, enfin, les chiffres pour la génération Z, c'est eux qui utilisent TikTok. C'est l'application par excellence de génération Z. Et 64% des générations Z sont du côté des Palestiniens. Et c'est eux l'avenir. C'est les générations Z. D'ailleurs, à un moment donné, les boomers vont disparaître par la force des choses. Qu'est-ce que le lobby sioniste a fait? Il a commencé par le biais de l'ADL, American Defamation League, à rameuter tous les membres du Congrès qui reçoivent des fonds de l'EPAC, les sensibiliser sur la question, interpeller tous les sociétés qui ont besoin de faire de la publicité sur TikTok, en les mettant en garde sur l'opportunité de continuer à utiliser TikTok pour promouvoir leurs produits. On a vu que ça a marché avec Musk à l'époque. Musk venait juste de racheter Twitter. Et quand il a commencé à donner la parole à des gens dont le lobby n'approuvait pas les propos, l'ADL, par la personne de son représentant Jonathan Greenblatt, s'est mis en branle et ils ont carrément menacé d'assécher Twitter de toute forme de revenus. Donc là, ils ont fait la même chose, ils ont mis en branle tout un système de coups de téléphone, de campagne, sensibilisation des membres du Congrès, au Sénat et à la Chambre, pour s'emparer du problème TikTok. Alors, ce qu'ils ont mis en avant, c'est qu'en fait, TikTok étant une plateforme chinoise, les données privées des usagers américains risquaient de tomber dans les mains du méchant gouvernement chinois. Et que c'était donc une menace à la sécurité nationale. C'est comme ça qu'ils ont présenté le truc. Et c'est comme ça qu'ils ont fait passer la loi qui a été adoptée. Ça a été négocié ensuite, c'est le dernier étage de la fusée entre Trump et Xi. Apparemment, il y a un accord qui a été trouvé. Donc, TikTok America, en tout cas, la présence de TikTok sur le marché américain, va être remise aux mains d'un monsieur qui s'appelle Larry Ellison, qui est le patron de Oracle, qui est l'un des gens les plus riches du monde, et qui est surtout, et ça c'est important de le savoir, il est l'un, si ce n'est le plus gros contributeur en assistance financière à l'armée israélienne. Et c'est donc sa société qui va être chargée de modifier l'algorithme de TikTok de telle sorte que le narratif qui était véhiculé sur cette plateforme soit plus en harmonie avec le narratif que l'on voit sur les plateformes préexistantes. C'est ça la force du lobby sioniste. Je vous laisse imaginer. Ils contrôlent Silicon Valley. Ils tiennent Hollywood. Ils tiennent Madison Avenue. Vous avez 60 millions de chrétiens évangélistes
ce qu'on appelle des chrétiens sionistes, hein, qui, pour des raisons idéologiques, religieuses, eschatologiques, sont à 110% pro-israéliens. Je veux dire, c'est pratiquement impossible. Ah oui, vous avez McGregor, vous avez machin, truc, voilà, quelques individus, et ça date pas d'hier. Hein. Ça, à la limite, pourquoi pas? Ils vont vous dire, bah, c'est le premier amendement, liberté d'expression, tout le monde a droit à son opinion. Mais à l'heure où je vous parle, même le premier amendement, ça y est, suite à l'assassinat de Charlie Kirk, vous voyez comment ils vont instrumentaliser l'assassinat de Charlie Kirk? Ils sont en train, Pam Bondi a lâché le morceau, elle a été rattrapée par la patrouille, on lui dit, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ah non, non, j'ai jamais dit que je voulais instaurer des lois de censure. Ils vont instaurer des lois de censure, je vous le donne en mille, c'est Pam Bondi qui va le faire, au nom de la lutte contre la haine. Donc en fait, le premier amendement, il va finir par passer à volo, et les États-Unis vont bientôt être assujettis à des régimes juridiques sur la liberté d'expression qui seront très très similaires de ce qu'on voit en Europe. Il sera interdit de critiquer l'État d'Israël. Il sera, on le voit déjà par le biais des visas, des passeports américains qui sont révoqués. Je veux dire, c'est complètement ahurissant. Le département d'État vient de mettre en place des politiques qui, en fonction de vos opinions politiques sur la situation au Proche-Orient, sur votre antisionisme, peut vous valoir de perdre votre carte verte, perdre votre passeport américain, que vous soyez naturalisé. Mais si on commence comme ça avec les naturalisés, il n'y a aucune raison de penser que ça va s'arrêter là. C'est-à-dire que quelqu'un qui est né aux États-Unis, qui a des opinions bien tranchées sur la question, ben, il peut se retrouver déchu. Alors, ils s'assureront peut-être au préalable de voir s'ils ne vont pas rendre la personne apatride, ce qui est illégal en droit, en droit international. Mais si la personne se trouve à être aussi titulaire d'une autre nationalité, ils le feront. Ils le feront. Ils vont pas s'arrêter. On les a. Moi, je vais vous raconter une anecdote. En 2016, j'ai visité le site au sud du Liban de Mlita. Mlita, c'est une espèce de site qui a été transformé, certains diraient en parc d'attractions, mais c'est un peu une espèce de forme de parc éducatif qui est géré par le Hezbollah et qui contient en son sein certains sites les plus où les batailles les plus farouches ont eu lieu durant la guerre de 33 jours en 2006. Et donc, bah, le site est administré par des militants du mouvement. Et je discutais avec l'un d'entre eux et on parlait de la situation, effectivement, l'influence du lobby en Europe, en Occident de manière générale. Et le type, il me dit, mais de quoi vous vous plaignez? Vous les avez laissés faire. Vous les avez laissés rentrer, vous les avez laissés faire. Il fallait pas les laisser s'implanter. À partir du moment où ils s'implantent, bah, eux, ils suivent leur feuille de route. Voilà. Donc, vous n'avez pas eu la vigilance nécessaire. Il y avait peut-être des individus, des gens même haut placés. Enfin, le général de Gaulle est connu pour avoir fait des déclarations assez claires sur certains lobbies d'influence. Mais on voit que depuis son décès en France, ça a été complètement le pays est devenu pratiquement une banlieue de Tel Aviv. Hein. Là, vous allez sur les plateaux de CNews, c'est absolument ahurissant. Enfin, je veux dire, c'est dingue et tout est instrumentalisé de telle sorte que rien ne dépasse dans le narratif. Donc c'est très simple. En France aujourd'hui, vous avez la dite extrême droite, qui est une extrême droite complètement alignée sur le lobby sioniste, soit vous avez l'extrême gauche pro-palestinienne. Mais vous n'avez rien entre les deux. Il y a un parti pro-France. Il n'y a pas de parti pro-France. Maître Develay, je regarde entre autres le sort qu'on réserve à Candace Owen ces dernières semaines avec ses prises de position justement vis-à-vis le lobby. Et je regarde, c'est très insidieux, autant dans les médias dits indépendants que dans les médias de masse. On décrit maintenant Candace Owen comme antisémite et on la discrédite. Elle est anti-juive. J'entends plein de commentaires. Puis, quand on traite Charlie Kirk de tous les noms aussi, on s'aperçoit que c'est voulu, là. C'est même monté par certains qu'on a beaucoup de misère à identifier. Mais, non, mais il faut comprendre comment le lobby fonctionne. Déjà, c'est pas un lobby. En général, la structure, c'est une structure pyramidale avec un peu comme un consortium. Vous avez une organisation qui chapeaute plein d'autres organisations en son sein. Et tout ce qui est mis en œuvre, quelle que soit l'actualité qui le requiert, quelle que soit la thématique, c'est abordé dans une façon extrêmement coordonnée.
vous avez besoin de financement, vous avez besoin d'avocats, vous avez besoin de lobbying auprès de la classe politique sur un sujet donné. Vous avez toute une armature qui se met en branle, mais comme un seul homme. Donc tout ça, c'est une question d'organisation. Le problème, c'est qu'en face, personne ne s'organise. Personne, on pourrait presque dire, mais vous êtes toujours dans l'invocation, l'incantation, comme si, je veux dire, eux, ils font ce qu'ils ont à faire. C'est juste que en face, il n'y a personne. Plutôt que de pointer du doigt et de dire, organisez-vous. Je veux dire, c'est quand même pas normal parce que on parle pas de la communauté juive. La communauté juive en France, elle est de 700 000 personnes. Le CRIF, c'est 1/6 de la communauté juive. Et parmi les archi-sionistes, ils sont vraiment une toute petite minorité. Faut comprendre ça. Ah oui. Mais ils sont extrêmement organisés, militants, disciplinés. Je veux dire, ces gens-là, ils dorment, ils rêvent, ils mangent, ils boivent. Le projet, c'est le projet. Et il n'y a rien qui doit se mettre dans le chemin du projet. C'est ça être, je veux dire, un militant convaincu. Vous comprenez? Ah oui, puis Donc, si toujours au bien lieu de se plaindre, tous ces pays-là se mobilisaient de telle sorte qu'ils reprennent le contrôle de leur pays en utilisant des méthodes tout à fait légales, qui plus est. Pas besoin d'avoir des recours à des discours incendiaires. Il faut juste s'organiser, c'est tout. Mais ça, c'est plus facile de le dire que de le faire. Exactement. Tout est là, Maître Develay. Merci pour l'émission. C'est déjà tout. Et encore une fois, il faut bien, comment je pourrais vous dire, prendre du recul sur toutes les nouvelles qu'on a actuellement. C'est le général de la Ward souvent qui m'invitait à le faire. Et c'est là aussi qu'on voit la puissance de ce groupe-là. Aussitôt qu'on prend un peu de recul, on voit que il y a quelque chose actuellement dans l'humanité qui est en train d'aboutir. Et c'est ce système financier-là qui depuis la Deuxième Guerre mondiale, a dominé le monde. Et c'est en train de tomber. Et de quelle façon ça va tomber? Ben, vous et moi, on va sûrement avoir à commenter dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, parce que je pense que on est dedans, là. C'est je dirais que les gens sont toujours impatients parce qu'ils sont un formatage qui les fait imaginer que l'histoire en cours, c'est comme un film de 2 heures. Mais non, ça prend du temps. Mais si vous contempliez la situation telle qu'elle existait il y a encore 15 ans et vous la comparez avec aujourd'hui, mais vous n'auriez jamais imaginé une seconde l'évolution des choses telles qu'on les a vues depuis ces 15 ans. Donc, ça prend du temps, mais ça se met en place, croyez-moi, et c'est inexorable. Le processus est inarrêtable, c'est inexorable. Après, voilà, il va falloir s'assurer que les choses restent sous contrôle, on va dire. Moi, je pense que il n'y aura pas de. Enfin, je vous espérer, j'ai pas le choix, je préfère être un optimiste par nature. Ouais. Mais c'est la marche des choses, c'est la marche de l'histoire. Et voilà, de toute façon, il y aura à un moment donné, en Europe et aux États-Unis, il va y avoir des corrections au sens large, parce que ça peut pas durer comme ça. C'est des dislocations, des États qui vont faire sécession. On a ce problème d'immigration de masse qui devient vraiment intractable en Europe, où là, ça devient, voilà, je pense que le continent, en tout cas dans sa partie occidentale, peut se retrouver dans une situation de guerre ethnique, interethnique, de religion, parce que là, on fait venir c'est plus juste des gens avec qui, si on prend l'exemple de la France, qui avait encore une histoire commune avec nous pour un bout de chemin. Là, on fait venir des Afghans, 150 000 Afghans. C'est ridicule, enfin, je veux dire, imaginez. Vous savez qu'au Maroc, un pays de 30 millions d'habitants, si on prend que la communauté française, c'est 60 000 Français, ça suffit. C'est tout. Ça n'a jamais modifié. Ce qui fait que, voilà, vous pouvez les intégrer et faire en sorte que petit à petit, ils deviennent une partie de la fabrique de la société. Mais quand vous amenez des populations dans les proportions que je viens d'évoquer, c'est wow. ahurissant. Donc, à mon avis, c'est ça. On se dirige vers ça parce que le jour où le robinet financier, la planche à billets, comme vous disiez plutôt, ça n'a plus l'effet escompté. Là, ça va commencer à devenir très chaud. Là. On craint la même chose, Maître Develay. Merci beaucoup de cette analyse, encore une fois, très appréciée ici au Québec. Et on se reparle la semaine prochaine. À très bientôt. Bonne semaine à vous. Voilà.
C'était Maître Develay en direct de Moscou qui est venu encore une fois commenter l'actualité à sa façon. Un gros merci Arnaud Develay. Et j'apprécie beaucoup qu'à Brochu TV, je peux vous offrir des émissions avec des gens qui viennent d'un peu partout dans le monde et surtout Moscou. Écoutez aussi la vidéo que j'ai faite hier avec Dimitri de Koshko, ancien journaliste de l'AFP, reporter de guerre qui analyse la situation de Donald Trump et des Russes de façon magistrale. Je vous invite à aller écouter cette émission-là hier, que j'ai publiée hier. Et nous, on se rejoint dans quelques minutes avec Yves Bataille en direct de France cette fois-ci. Il est de retour. Ça fait 2 semaines qu'il nous a fait faux bond. Et parce qu'il était en déplacement en France, il était très difficile de communiquer avec ces dernières semaines, mais il va être là dans quelques minutes. Donc, on change de studio. Je vous remercie beaucoup tout le monde. On se reparle dans quelques minutes. Je vous laisse avec une petite vidéo de conclusion montée par Vincent Hamel, notre excellent monteur vidéo. Merci tout le monde.